Ah ben, nous sommes contents d'apprendre que Andy Bussaglia passe de bons moments avec nous, comme Arnaud Biéguin d'ailleurs, ce sont nos chroniqueurs financiers. Et merci évidemment à Raphaël Beslu pour ses chroniques. On le retrouve, on vous le rappelle, à partir de vendredi. Raphaël, il a pris quelques jours de vacances bien mérités. Et nous sommes heureux aussi d'avoir euh, eh bien, Laurent Michelon avec nous dans ce grand angle, dans cette matinale. Bonjour Laurent et Bonjour bienvenue. Nicolas. Bienvenue, voilà, Laurent Michelon, nous l'avons eu en chronique d'ailleurs dans cette matinale déjà dans le passé, et puis déjà à 2 ou 3 reprises sur Radio Courtoisie dans l'émission du Libre Journal de géopolitique profonde le samedi matin à partir de 9 heures. Et il est habitué, je dirais, d'ailleurs, Laurent, à mes perpétuels retards. Donc, nous sommes un peu beaucoup. Et puis, justement, Raphaël n'étant pas là pour me gendarmer et me rappeler à mes devoirs, eh bien, nous avons un peu débordé. Mais c'est pas grave. Si, en tout cas, Laurent, on a le temps, on va prendre tout notre temps Pas de problème. pour évoquer les sujets du jour, dont évidemment Kazan. Je rappelle quand même Laurent Michelon, même s'il est connu par nos internautes, Laurent Michelon, il est entrepreneur en Chine. Il partage son temps entre Hong Kong et Beijing, ancien diplômé de Sciences Po et de l'INALCO. Il est établi, je crois, depuis plus de 20 ans maintenant dans la région. Il a travaillé dans la diplomatie culturelle française pour plusieurs groupes de communication internationaux, ont développé ses activités de conseil pour les sociétés européennes en Chine et pour multinationales chinoises en Europe, évidemment. Auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, si tant est que on puisse la comprendre, tellement ça paraît parfois complexe et tellement brouillé par la désinformation. C'est quelque chose que Laurent Michelon rappelle à chaque fois, et c'est une des fonctions justement de GPTV, d'essayer en permanence de vous donner des sources d'informations qui sont détachées. Elles ne sont pas neutres, rien n'est neutre, l'information n'est absolument jamais neutre, elle n'est jamais totalement objective, mais elle essaie au moins d'être sincère. C'est pas comme le budget de la nation française, insincère s'il en est. Laurent Michelon, peut-être parce que je pense que autant nous n'avons que des informations très parcellaires de ce qui se passe sur ce sommet des BRICS à Kazan, dont nous avons parlé déjà dans la revue de presse. Est-ce que ça fait les gros titres en Chine, Kazan, les rencontres actuellement? Alors, c'est pas le gros titre de la presse, mais effectivement, la visite de Xi Jinping à Kazan a été suivie sur les réseaux sociaux chinois, dans les médias chinois, pour une simple et bonne raison, c'est que la Chine est un des pays fondateurs et, on va dire, avec la Russie, un des deux moteurs de ce mécanisme. Donc, oui, ça a été très suivi. Le discours d'ouverture de Xi Jinping a été suivi également, a été rapporté, où il a expliqué notamment que Kazan, c'était déjà une vieille histoire entre la Chine et la Russie, puisque la route du thé entre la Chine et la Russie, qui était une grande consommatrice de thé chinois, a déjà plus de 400 ans d'histoire. Donc voilà, déjà un petit rappel historique de la relation, de l'ancienneté de la relation. Et là, effectivement, beaucoup de choses se préparent. La visite entre Xi Jinping et Poutine a déjà eu lieu. On sait qu'il y a des questions sur les grandes questions internationales ont été abordées, sur l'Ukraine évidemment, le Moyen-Orient, et également sur le futur du développement des BRICS, puisque l'élargissement des BRICS, qui est passé de 5 membres à 10 au début de l'année 2024, a été un petit peu mis pour l'instant, on va dire, en stand-by, parce qu'il y a un afflux énorme de candidatures de pays du Sud global. Et les BRICS, qui sont un mécanisme, il faut bien voir que c'est vraiment très multilatéral. Il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas de droit de veto, il n'y a pas de... C'est pas la Chine et la Russie qui décident de tout. Il y a une volonté vraiment d'y aller doucement, d'éviter des candidatures qui pourraient être utilisées de façon médiatique pour faire gonfler un petit peu, un peu monter la sauce sur les BRICS, mais qui ne donneraient pas grand-chose ensuite d'un point de vue économique ou géopolitique. Et on le voit déjà avec l'Arabie Saoudite, puisque Ben Salman n'est pas présent à ce sommet des BRICS.
Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Effectivement, de toute façon, le Moyen-Orient, il est très occupé en ce moment. Donc, on imagine qu'il a d'autres choses à faire. Il y a également cette absence de Lula. Alors, ce n'est pas une absence totale, parce qu'il va y participer de Le chef de façon… la diplomatie est présent, je crois, hein, c'est ça? Voilà, bon, effectivement, son ministre des Affaires étrangères est là, mais l'absence de Lula est quand même remarquée. Bon, elle est due officiellement à une raison médicale. Il va de toute façon y participer par Accident domestique. Pardon? Un accident domestique. Oui, il a glissé dans sa cuisine ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, bon, l'élargissement à tout prix, c'est pas comme l'Union européenne. Les BRICS ne veulent pas s'élargir à tout prix. Il y a des très beaux candidats en lice. Il y a des pays d'Asie du Sud-Est, il y a des pays d'Afrique, il y a la Turquie, la Serbie qui y pense également. Donc il y a l'Autriche qui a dit qu'elle y pensait également. Donc c'est quelque chose de très sérieux qui est discuté en haut lieu. Et on va voir ce que va donner les conclusions du sommet qui se termine demain. Il semblerait que les gros sont pas hostiles, les gros pays, les grosses puissances sont pas hostiles à ce que il y ait des nouveaux arrivants, et que c'est plutôt ceux qui, un peu plus petits, mais par contre membres fondateurs, qui n'aimeraient pas voir leur pouvoir dilué, si j'ai bien compris. Donc il y a deux lignes. Oui, et puis il y a aussi l'influence américaine. On voit que la candidature de l'Algérie a été remise à plus tard parce qu'il y avait des pressions qui ont été faites par la France, qui passaient par l'Inde, pour on va dire, mettre des bâtons dans les roues à la candidature de l'Algérie. Il y a le Maroc également qui aimerait bien y avoir accès, mais qui ne fait pas l'unanimité chez les BRICS. Donc, oui, effectivement, il y a des jeux internes. Ce n'est, comme je disais, c'est pas une mafia, on va dire, cohérente. C'est des États qui ont décidé de mettre en place un mécanisme de coopération et de solidarité entre tous les pays du Sud global. Et donc, forcément, comme il n'y a pas de chef dans ce mécanisme, et bien forcément, on va dire, toutes les disputes géopolitique mondiale se retrouve à l'intérieur des BRICS également, ce qui fait que son développement est lent, mais on va dire plus sûr qu'un groupement comme l'Union européenne, par exemple, qui s'étend à tout prix, qui veut intégrer la Moldavie, qui veut intégrer l'Ukraine, en fait, pour prendre des pions avant que les autres les prennent, quoi. Est-ce que, par contre, on assiste bien à un axe géostratégique entre la Chine et la Russie, puisque vous parlez de la route du thé, on a l'impression en plus qu'il y a une correspondance en esprit de toujours célébrer ou rappeler la tradition, 300 ans, les routes de la soie, rappeler l'histoire, rappeler et être dans l'histoire en rappelant le passé, là où des organismes tels que le G7, tels que nos mondialistes, semblent eux totalement hors sol. Est-ce qu'il y a bien aussi, est-ce que cet esprit-là préside à ce qu'est les BRICS et à ce qu'est l'axe justement géostratégique sino-russe? Oui, bah ça part d'une volonté de solidifier l'espace eurasiatique, effectivement, puisque toutes les puissances fondatrices des BRICS sont au départ principalement eurasiatiques, à part le Brésil. L'Afrique du Sud est venue plus tard. Mais donc, ce sont vraiment les moteurs de ce groupement, de ce mécanisme sont eurasiatiques. Il y a une volonté de solidifier ce continent, justement, pas pour le mettre on va dire, en porte-à-faux avec l'Occident, mais c'est plutôt la tendance justement occidentale de parler de l'Ouest contre le reste. Le reste a fini par s'organiser parce qu'il y a eu une nécessité de créer un système international, un nouvel ordre mondial, si on veut dire, différent de l'ordre occidental, puisque l'ordre occidental est basé sur les sanctions, sur la coercition, les sanctions financières notamment. Donc il y a vraiment un besoin de créer un système parallèle, alors qui va prendre des décennies à être créé. On voit dans les médias occidentaux qu'on agite le spectre de la dédollarisation comme si c'était l'objectif principal des BRICS, et qu'en fait c'était donc une association d'États malfaisants contre l'Occident. Ça n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il le répète
il répète en permanence, les BRICS ne sont pas contre l'Occident, mais il y a une volonté d'offrir une alternative en fait à tous les pays en développement et les pays émergents. Et en fait, c'est ce que rappelait Poutine avant le sommet. Il disait, mais ça n'est pas la Russie qui veut dédollariser, c'est les États-Unis qui ne nous laissent pas utiliser le dollar. Donc on est forcément obligé de passer par une autre monnaie. Et il se trouve que maintenant, la Russie fait son commerce avec le Sud global, principalement en rouble et en yuan. Et ça, c'est une conséquence du durcissement des États-Unis et de tout l'Occident derrière eux. Peut-être avant de parler de la dédollarisation mondiale, s'intéresser aux circuits financiers, aux moyens de paiement, aux alternatives du SWIFT. Ça, j'imagine que c'est fortement discuté et développé actuellement au sein des BRICS. Absolument, les BRICS viennent de lancer leur moyen de paiement, le BRICS Pay, qui est basé, donc ça va être une crypto-monnaie qui va être adossée à l'or et à un panier de matières premières. Donc c'est quelque chose qui est en création. Ça va être beaucoup plus rapide que le processus de dédollarisation. Une crypto-monnaie, là, elle est quasiment opérationnelle. Il va y avoir des tests qui vont être réalisés. C'est d'ailleurs la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, qui se charge de ça. Mais effectivement, donc le système de paiement était une urgence parce que le SWIFT que vous avez mentionné, qui est le système en fait d'échange de paiement entre les banques depuis 1945, c'est l'outil de prédilection des États-Unis et de ce que j'appelle les géants anglo-américains pour sanctionner le reste du monde quand ils ne suivent pas les diktats américains. Donc le SWIFT en fait permettait aux États-Unis de savoir absolument tout ce qui se passait dans le monde en termes d'échanges entre des sociétés, entre des pays, puisqu'ils avaient la liste de tous les transferts bancaires. Donc il était vraiment urgent pour les BRICS et pour le Sud global d'avoir une alternative. C'est quasiment fait. On voit que déjà, ils ont, depuis quelques années, commencé à faire du commerce entre eux dans leur monnaie nationale. Mais là, bientôt, ils auront accès à cet outil de paiement alternatif qui sera, en plus de ça, beaucoup plus, on va dire, pratique pour les pays en développement, puisqu'il n'y aura plus d'intermédiaires, les fameuses banques intermédiaires à chaque fois qu'on fait un transfert international. Là, ça disparaîtra, puisque ce sera une crypto-monnaie. Donc, il n'y aura pas de compensation. Il n'y aura pas de compensation, il n'y aura pas les 200 ou 300 euros qui disparaissent à chaque fois dans une banque américaine alors qu'on fait un transfert entre l'Asie et l'Europe. Voilà. Ça n'existera plus. Et en plus de ça, on va dire une confidentialité des échanges, puisque les Américains ne seront pas branchés dessus. C'est majeur. Surtout à l'heure de l'intelligence artificielle ou de la vitesse de calcul du quantique qui arrive, c'est-à-dire que cette capacité à tout voir, tout savoir en un instant, évidemment, mais vous savez tout, si c'est dans le circuit, si ça sort du circuit, vous pouvez toujours courir. Exact. C'est vraiment. Et alors, les Américains n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes en plus, puisque c'est eux qui ont cherché avec les Occidentaux à couper justement la Russie. Donc, faut pas s'étonner. On voit d'ailleurs un peu la panique parce que justement SWIFT, l'organisation SWIFT qui est basée à Bruxelles, organise tous les ans un colloque sur les services financiers qu'ils appellent CBOS, qui a toujours eu lieu principalement dans les capitales occidentales. De temps en temps, ils étaient à Singapour, ils sont venus à Hong Kong une fois ou deux, mais ils n'étaient jamais venus en Chine, alors que c'est quand même, on va dire, un acteur principal de l'économie mondiale depuis au moins 10-15 ans, même avant, mais au moins depuis 10-15 ans, c'est incontournable. Et CBOS, cette année, la conférence CBOS organisée par SWIFT, a ouvert à Pékin le jour même du sommet de Kazan. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les participants à cette conférence de SWIFT, ce sont tous les sous-chefs des organisations financières chinoises, puisque tous les chefs sont à Kazan. Voilà, donc on sent un petit peu la panique dans le camp occidental. Il y a également HSBC qui vient d'annoncer aujourd'hui même qu'elle se séparait en deux. La banque HSBC sépare ses activités occidentales de ses activités asiatiques, et donc principalement chinoises. Donc on voit qu'ils ont vraiment la volonté de rester dans la course et qu'ils savent très bien que rester à 100% une banque occidentale, ça les soumet énormément aux diktats des États-Unis et ça leur empêche de faire énormément de business en Chine et en Asie. Donc ils ont décidé de séparer la société en deux. Donc il y aura maintenant un HSBC asiatique et puis un HSBC occidental.
Mais ça reste un petit peu toujours la même logique de l'Ouest contre le reste. Donc, on Oui. voit qu'en Occident, on n'arrive pas à sortir de ce formatage d'esprit, alors que les BRICS le répètent, nous ne sommes pas une entité contre l'Occident, mais on est une entité alternative. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que offrent les BRICS à l'ensemble des pays émergents et du Sud global, c'est une alternative. En fait, il ne s'agit pas d'arrêter de commercer en dollars. D'ailleurs, c'est très malhonnête de dire que les BRICS sont à la pointe de la dédollarisation, parce que la banque des BRICS, la NBD, prête en dollars US. Donc il y a une réforme qui est en cours pour que justement elle prête potentiellement dans d'autres monnaies dans le futur. Mais enfin, actuellement, la banque des BRICS est quand même adossée au dollar US. Donc il n'y a pas de volonté affichée de dédollariser. Mais par contre, il faut avoir une alternative pour ne plus être soumis aux menaces et aux sanctions américaines. C'est ce que les médias occidentaux disent. La volonté de la Chine, du pouvoir central chinois, c'est organiser cette dédollarisation. C'est absolument faux, parce que ça serait suicidaire pour la Chine, puisque elle détient, c'est le pays qui détient le plus de réserves en dollars. Donc si elle dédollarisait, mathématiquement, elle détruirait son épargne. Donc il y a effectivement une volonté d'un atterrissage doux, de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui semble normal et ce qui aurait dû toujours être comme ça. Mais enfin, bon, les institutions de Bretton Woods ont été créées de façon à ce que ce soit le dollar, justement, qui soit omniprésent et absolument incontournable. Mais le fait que les États-Unis aient militarisé leur monnaie pour faire de la coercition partout dans le monde, là où la canonnière ne réussissait pas, c'est le dollar qui était utilisé. Ça n'est plus tolérable. Et il y a les grands pays émergents qui n'ont plus peur de dire non aux États-Unis et qui ne veulent plus suivre les dictats comme ça complètement arbitraires. Il y a un achat massif d'or, par exemple, d'un certain nombre de banques centrales aujourd'hui pour répartir peut-être différemment aussi leurs avoirs. Exactement. Et comme je disais, la crypto-monnaie des BRICS sera adossée à l'or, ce qui, donc, mathématiquement, les BRICS continuent d'acheter et de produire de l'or. Et les deux plus grands producteurs et détenteurs d'or sont la Russie et la Chine. Comment s'est vécu d'ailleurs le fait que si Trump gagne, il semblerait qu'il se soit acquis à cette cause justement des crypto-monnaies? Vous voulez dire du côté de... Et non d'un dollar numérique. Oui, une plateforme de crypto-monnaie qu'il a mis en place, alors qu'il se disait très opposé. Oui, le point de vue de la Chine, c'est, la Chine vis-à-vis des crypto-monnaies est très, on va dire, elle fait très attention aux crypto-monnaies. Les échanges de crypto-monnaies ont été interdits en Chine. On peut toujours miner les crypto-monnaies, mais on ne peut plus les échanger en Chine parce que on ne sait pas qui est derrière ces crypto-monnaies. Ouais. Or, la Chine, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage, elle passe son temps à sécuriser sa souveraineté, et une souveraineté à 360 degrés. C'est pas juste une souveraineté territoriale, mais c'est aussi une souveraineté monétaire, financière, technologique. Et donc, elle veut absolument maîtriser ces outils. Les crypto-monnaies, on sait que ce n'est pas sûr à 100%. Il y a déjà eu des hackers qui ont réussi à percer des porte-monnaies et à s'enfuir avec. Donc, la Chine développe ses propres solutions, la Russie également. Et ce qui se passera, c'est que ces solutions vont être mises en commune, mais il n'y aura pas une solution qui sera appliquée à tous les BRICS. Donc, c'est vraiment une mise en commun des solutions souveraines. Alors, en matière de dédollarisation, une des inquiétudes de l'Occident venait justement d'un des grands absents de ce sommet de Kazan, c'est-à-dire le responsable d'Arabie Saoudite, et ce qui avait commencé à inquiéter fortement, c'est-à-dire la facturation non plus en dollars, mais dans la monnaie chinoise de factures du pétrole, en fait. Oui, ça fait déjà 3-4 ans que l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en yuan. Effectivement, c'est un développement de la géopolitique et la géoéconomie qui a surpris un peu les États-Unis. Je pense que justement l'absence de l'Arabie Saoudite à ce sommet est probablement le fruit d'une pression américaine pour ne pas que le sommet des BRICS soit vraiment cette célébration de la dédollarisation et de l'anti-occidentalisme, ce qui est en tout cas répété dans
dans les médias occidentaux. Je pense que oui, Ben Salman a dû faire face à un certain nombre de pressions depuis quelques mois. Il y a en plus de ça la situation à ses frontières, hein, avec le conflit israélien qui pourrait s'éteindre maintenant. Voilà. Mais effectivement, oui, je pense que l'Arabie Saoudite est, on va dire, un demi-membre des BRICS. Et c'est quelque chose c'est un pays qui a peut-être été accepté dans les BRICS un peu rapidement, justement, pour faire un coup de poing géopolitique. Mais peut-être que là, les BRICS sont allés un peu trop vite en besogne. Et je pense que justement, le fait que les nouvelles candidatures soient gelées pour le moment, c'est on va dire, une prise de conscience des BRICS que c'est même un pays comme la Turquie qui fait acte de candidature, même si les BRICS le considèrent, c'est quand même un membre de l'OTAN et c'est quand même un candidat à l'UE. Donc on voit mal une intégration d'un certain nombre de pays comme ça. Même la Serbie, qu'on pourrait espérer voir entrer dans les BRICS, elle fait quand même acte de candidature dans l'UE. Son ministre des Affaires étrangères a expliqué que si l'UE continuait d'imposer des conditions aberrantes, notamment la reconnaissance du Kosovo à la Serbie s'intégrerait plutôt dans les BRICS que dans l'Union européenne. Mais enfin, il y a quand même une volonté, aussi bien dans l'Union européenne que la Turquie, de s'arrimer un peu à l'UE. Et donc, leur candidature dans les BRICS peut être, on va dire, dangereuse pour cette institution. Mais alors, question peut-être idiote, mais est-ce que la bigamie est autorisée au sein des BRICS? Peut-on être dans les BRICS et dans l'UE? Peut-on, alors ça c'est pour un pays européen, pour la Turquie, peut-on être et dans les BRICS et dans l'OTAN? Ou bien c'est totalement rédhibitoire, il faut faire un choix? On imagine que on devrait faire un choix, mais une autre organisation qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une espèce de, on va dire, toute proportion gardée, mais une sorte d'OTAN eurasiatique. Vladimir Poutine avait expliqué qu'il était ouvert absolument à tous les membres eurasiatiques, y compris ceux qui sont dans l'OTAN. Donc il n'y avait pas d'idéologie. Voilà. Mais bon, après, sur le terrain, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est viable à long terme? Je pense que c'est plutôt un moyen d'attirer des membres de l'OTAN comme ça ou de l'Union européenne qui sont un petit peu, on va dire, entre deux continents, ce qui est le cas de la Turquie, et éventuellement d'espérer à terme qu'ils quittent l'OTAN et qu'ils abandonnent leurs ambitions de rejoindre l'UE. Je vois plus ça comme ça, mais je ne pense pas que ce soit possible d'être dans les deux en même temps. On a l'impression que certains jouent quand même cela en même temps, qui n'est pas macronien en tant que tel, qui est juste... parce que en même temps, macronien, évidemment, c'est dire tout et son contraire, mais tout simplement d'avoir des intérêts et que certains intérêts recoupent les intérêts des BRICS et d'autres peut-être moins. Alors, il y a entre autres la position de l'Inde, évidemment, qui interroge. Effectivement, l'Inde très, très intéressante puisque la même semaine, donc il y a Modi qui vient de se rendre à Kazan, qui a eu des échanges assez amicaux, voire une franche camaraderie avec Poutine, et l'Inde venait d'annoncer 2 jours avant d'avoir mis un terme à son conflit territorial avec la Chine. Alors, c'est quelque chose qui a été annoncé du côté indien, mais pas encore du côté chinois. Et c'est une annonce qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères, mais ça n'est pas encore quelque chose qui a été officialisé. Mais c'est un très bon développement. Cela dit, en même temps, la même semaine, l'Inde ouvrait un bureau de représentation de Taïwan à Bombay. Donc, on voit d'un côté une volonté d'apaiser une querelle territoriale avec son grand voisin chinois, mais en même temps de faire une petite provocation qu'on imagine tout à fait, venant de Washington, puisque les relations entre l'Inde et Taïwan existent depuis très longtemps, mais il n'y avait pas besoin d'ouvrir un bureau de représentation supplémentaire dans une ville secondaire. Voilà, donc effectivement, l'Inde qui joue toujours, qui souffle le chaud et le froid sur la relation avec la Chine. On va dire c'est de bonne guerre, hein, c'est comme la Turquie, c'est un moyen d'exister en tant que puissance géopolitique de second rang. Voilà, mais bon, on verra où ça mène. Et en tout cas, c'est une très bonne chose que cette querelle territoriale soit, en tout cas, elle n'est pas réglée dans le sens où il n'y a pas un trait qui a été tiré sur une carte en disant voilà, ça c'est chez vous et ça c'est chez moi. Mais ce qui a été décidé, et c'est typiquement asiatique, une façon très asiatique de régler les conflits, c'est de dire si nos patrouilles se croisent
sur une portion de ce terrain qui est contesté, l'ordre leur est donné de se retirer et de ne pas entrer en confrontation avec la partie adverse. Voilà, donc c'est vraiment l'évitement du conflit, et en même temps de développer les relations économiques, de développer des relations culturelles, de façon à ce que le contentieux territorial n'est plus ne soit plus qu'un infime pourcentage de la relation globale. Alors que nous, en Occident, et notamment dans le monde anglo-saxon, on a tendance à se focaliser sur la pomme de discorde en disant bon, mais tout le reste marche bien, très bien, mais c'est pas la peine d'en discuter. Mais par contre, moi, je veux discuter de cette pomme de discorde, et ça fait qu'il y a des conflits qui durent 70 ans et qui sont jamais réglés. Hein. Alors que en Asie, on a plutôt tendance à développer tout un tas de relations autour de la pomme de discorde, de façon à ce qu'elle devienne, on va dire, minoritaire dans la relation. Ben, c'est toute la philosophie des relations internationales qui est en jeu. L'Occident considère que de toute façon, soit il y a un patron qui réussit à gérer cet état de nature, cet état de violence entre les États, soit vous avez la guerre de tous contre tous. C'est en effet, c'est très occidental, et c'était justement, vous en parlez, c'était la question que j'allais vous poser, la viabilité du monde multipolaire. Est-ce que cette viabilité existe, ou est-ce que les intérêts des nations vont nécessairement, quand on rentre dans un monde multipolaire, s'entrechoquer, parce que c'est dans la nature de ces monstres froids que sont les États. C'est un peu un pari aussi, Kazan. Oui, tout à fait. On entérine le monde multipolaire. Le monde multipolaire, ce n'est pas un abandon. Les BRICS ne sont pas une alliance, comme le serait l'OTAN ou comme serait l'Union européenne. Oui, donc il n'y a pas de monde bipolaire. On ne reconstitue pas avec les BRICS le conflit. Exactement. Chaque État membre des BRICS veut garder sa souveraineté. Donc, il n'est pas question de se jeter dans une alliance qui finalement est toujours contraignante. Parce que comme disait, je crois que c'était Bismarck, qui disait dans une alliance, il y a toujours une monture et un cavalier. Et c'est ce qu'on voit avec l'OTAN, c'est qu'à partir du moment, l'article 5, à partir du moment où il y a un État qui est attaqué, tous les autres doivent s'y mettre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté sur les questions de défense, sur les questions militaires. Et ça, c'est vraiment la Chine et la Russie ne veulent absolument pas être dans ce genre de schéma. Donc les BRICS ne sont pas un bloc qui se constitue contre le bloc occidental. Et c'est pour ça que c'est très viable, parce que c'est malléable, c'est flexible, c'est polymorphe, et ça fait que chaque État peut garder son indépendance et sa souveraineté de façon absolue, tout en profitant des opportunités de développement que lui donne la Chine, l'Inde et la Russie. Et ça s'adresse vraiment au monde entier. C'est-à-dire qu'un pays aussi lointain que l'Afrique du Sud, y voit aussi son intérêt, plutôt que de faire un groupement africain. Elle trouve tout autant son intérêt de rejoindre un mécanisme qui est à l'autre bout du monde physiquement. Les institutions des BRICS sont en Asie, mais elles sont ouvertes au monde entier. Et c'est vraiment une philosophie complètement différente de l'Occident. Et c'est pour ça que je pense que les médias occidentaux, c'est à la fois de la mauvaise foi et vraiment une incompréhension de ce qui est en train de se passer entre ces BRICS. Parce que, comme vous le disiez, dans le schéma mental occidental, il ne peut y avoir qu'un chef qui donne une direction, et toute tentative de s'écarter est vécue comme une trahison. Et on le voit aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien, c'est que les États-Unis n'ont absolument aucune latitude. Je veux dire, à partir du moment où Joe Biden a dit qu'il allait retarder des livraisons d'armes et de fonds à Israël, tout de suite, il est devenu l'ennemi d'Israël, alors que c'est un allié historique. Donc il y a vraiment cette espèce de jusqu'au boutisme qui est très étranger à des pays comme la Chine, à des pays comme la Russie, à des pays comme l'Inde. Et je pense qu'en Occident, c'est difficile pour l'instant, pour la plupart des gens, de le comprendre. On prêterait donc un peu de façon paranoïaque aux autres, en particulier en effet les empires, Russie et Chine en particulier, des appétits qu'ils n'auraient pas, et que nous serions les seuls à avoir. Et pourtant, il y a des indicateurs qui expliquent que
alors on va nous dire c'est un pays de commerçants, mais de nombreux indicateurs montrent quand même l'influence grandissante de la Chine au travers le monde. On parle beaucoup, on parlait à une époque beaucoup du KGB, des services secrets soviétiques. On parle de plus en plus de ces services, de ce renseignement chinois aujourd'hui en Occident. Tout ça, ce n'est que de la parano, ou il y a quand même un fond de vrai dans tout ça? Je pense qu'il y a, comme vous le dites, vraiment un processus de projection psychologique, c'est-à-dire qu'on prête à la Chine les travers de l'hégémon anglo-américain. Donc effectivement, on a une facilité à décrire la Chine comme étant une puissance revancharde, expansionniste, alors que la Chine, jusqu'à présent, n'a fait que prendre la place, enfin, n'a fait que laisser le vide qu'a créé l'Occident en allant guerroyer aux quatre coins du monde. Il y a une fatigue qui s'est installée dans le monde entier. Il y a un affaiblissement également de l'Occident, en particulier de l'Europe. On le voit en Afrique. La Chine et la Russie prennent la place qui est laissée par la France. Et la place laissée par la France, elle l'est du fait de l'influence américaine. C'est principalement les Américains qui ont affaibli la France en Afrique. Et ensuite, effectivement, la Russie et la Chine sont venues se positionner, aussi parce qu'elles ont compris qu'il fallait qu'elles soient présentes. La Chine, qu'on accuse d'être une puissance expansionniste, n'a qu'une seule base militaire en dehors de son territoire, mais elle est à Djibouti. Voilà, elle s'est placée à côté de la base française, de la base américaine, parce qu'il fallait qu'elle participe à la sécurisation des voies commerciales dont elle est la première bénéficiaire, parce que c'est la Chine qui exporte énormément vers l'Europe, donc il fallait sécuriser ces voies de navigation. Mais la Chine ne fait que de prendre ses responsabilités qui sont en adéquation avec son statut économique et diplomatique aujourd'hui. Effectivement, si on voit qu'il y a un développement de la piraterie somalienne dans la région, la Chine ne peut pas se permettre d'être absente. Mais dans les médias occidentaux, on va utiliser cette unique base chinoise militaire pour dire, ben, voyez, les Chinois sont en train de faire comme l'hégémon anglo-américain, ils vont faire des bases partout. Enfin là, on est dans un ratio de une base chinoise pour 800 bases américaines en dehors des territoires américains. Donc on est loin d'une compétition sino-américaine. Vous parlez de l'histoire, ils parlent entre eux de l'histoire, les Russes et les Chinois, mais l'histoire des relations entre la Russie et la Chine était parfois mouvementée. Est-ce que dans ce monde polymorphe, la Russie, on en parle avec des géopolitologues qui sont plutôt favorables aux BRICS et plutôt favorables à la Russie, mais qui, dans une espèce de clairvoyance, disent mais la position de la Russie en particulier, la position de la Chine est beaucoup plus confortable, mais la position de la Russie n'est pas si confortable que ça, parce que les renversements d'alliances dans un monde multipolaire, ça peut exister parfois. Effectivement. Alors, la Chine et la Russie le disent régulièrement. Ils disent ils ont inventé ces deux. Effectivement, vous faites référence au passif historique entre la Chine et la Russie. On se rappelle qu'il y a eu des escarmouches territoriales dans les années 60. La relation entre Mao et Khrouchtchev était très tendue. D'ailleurs, elle a mené à une rupture. Ces deux pays qui finalement se connaissent très mal les peuples se connaissent mal, ils se connaissent très peu la culture de l'un de l'autre. C'est quelque chose qui est en train ils ont une prise de conscience de ça par les autorités dans les deux pays, ça commence à être développé. Mais là, il y a eu une accélération de la relation due, encore une fois, aux sanctions et aux gesticulations anglo-américaines dans la région, avec l'Ukraine. Et il a vraiment fallu que les deux pays se rapprochent. Donc, là encore, l'Occident n'a que lui-même à blâmer, mais la Chine et la Russie ont dit « nous avons inventé un système de collaboration entre deux grandes puissances qui pourrait éventuellement être un modèle pour le reste du monde ». C'est-à-dire que, encore une fois, les États-Unis n'imaginent pas de traiter sur un pied d'égalité avec une autre grande puissance. Il faut forcément qu'il y ait soumission. Mais la Chine et la Russie, qui ont leurs forces et leurs faiblesses, la relation est, on va dire, très... Alors les médias occidentaux disent qu'elle est très asymétrique. Alors soit un coup c'est la Chine qui dirige la Russie, soit un coup c'est la Russie qui dit quoi faire à la Chine. Donc on voit dans les médias occidentaux qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais enfin ils aimeraient bien quand même
on va dire, faire un portrait de la relation comme une relation très inégalitaire avec une monture et un cavalier. Bon. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les deux puissances ont vraiment besoin l'une de l'autre sur des dossiers très différents. Et elles ont inventé, donc ce qu'elles disent, un système de collaboration de grandes puissances, de grands pays, d'États-civilisations sur un pied d'égalité qui peut servir de nouveaux modèles pour les relations internationales. Mais bon, ne comptons pas sur l'Occident pour accepter cette proposition, ni même étudier, je pense, ce nouveau schéma de collaboration. Mais le reste du monde, hein, c'est-à-dire en dehors de l'Occident, 82% de la population mondiale, elle, est intéressée par d'étudier ce modèle et éventuellement de l'appliquer entre elles. Donc on verra ce que ça donne, mais je pense qu'on est en train de se diriger vraiment vers une isolation de l'Occident de plus en plus. Alors on ne s'en rend pas compte en Occident parce que les médias occidentaux, enfin les médias internationaux sont tous occidentaux, donc c'est toujours auto-référentiel, on parle toujours de nous en fait en Occident, et on parle du reste du monde comme étant une jungle ou d'autres termes qui sont utilisés comme ça. Mais le reste du monde est vraiment en train de regarder l'Occident, je pense, avec beaucoup de dédain. Et maintenant, c'est uniquement la capacité de nuisance des pays occidentaux qui préoccupe le reste du monde. Les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres organisations comme ça sont en train d'offrir une alternative réelle au reste du monde. On peut dire non aux États-Unis, on peut dire non à la France, on peut dire non à l'Angleterre. Alors, ils ne veulent pas forcément le faire. Je veux dire, le reste du monde n'a pas forcément envie de se couper de l'Occident. Mais maintenant, il y a une vraie alternative qui permet d'avoir un choix et de dire ce que vous me proposez ne me convient pas, je vais aller voir du côté des BRICS. Il y a ce même mépris en Chine que celui qui existe en Russie ou en Afrique par rapport à l'idéologie occidentale LGBT ou woke. Oui, c'est aussi bien au niveau des autorités que de la population. Alors, il y a une partie de la population qui est tournée vers l'Occident, hein, avec les réseaux sociaux, même si la Chine, effectivement, est assez, on va dire, isolée des réseaux sociaux américains. Il y a Douyin et TikTok, on pourra en parler différemment, mais il y a quand même énormément d'étudiants chinois qui vont aux États-Unis ou en Occident, donc ils sont ouverts aux séries télévisées américaines, ils ont tous Facebook, ils ont tous des VPN qui leur permettent de contourner la censure chinoise. Donc, il y a une partie de la jeunesse, de la population qui est tournée vers l'Occident, donc qui est plutôt tolérante là-dessus. Mais au niveau des autorités et on va dire ce que j'appelle le peuple profond en Chine, il y a une vraie aversion pour tous ces ismes qui sortent des cuisines de Washington et de Londres et qui sont faites en fait, qui sont là pour saper ce qu'on appelle les murs porteurs de la civilisation, aussi bien civilisation occidentale que civilisation chinoise. Donc il y a une vraie méfiance. Il y a des interdictions, tout ce qui est promotion du LGBTisme et des choses comme ça sont interdits en Chine, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de l'homophobie au niveau des autorités. Les préférences sexuelles ne sont pas du domaine public, mais il y a une interdiction de la promotion de tout ce qui va être LGBTisme, mais qui est sans cesse contournée par les ambassades. C'est ça qui est vraiment très, très préoccupant. Les ambassades occidentales sont systématiquement dans la provocation LGBTisme. Il y a des drapeaux arc-en-ciel qui sont accrochés à côté des drapeaux nationaux. Là, la semaine dernière, il y a une délégation de ce qu'on appelle des designers américains. C'était tous des drag queens qui sont allés dans la cité interdite, et évidemment pour provoquer. Il y avait tous les journalistes qui étaient là, donc c'était fait pour filmer leur expulsion. Donc effectivement, ils ont été expulsés de la cité interdite, et la cité interdite a fait un communiqué qui disait merci de respecter la solennité du lieu. Mais c'était voilà, bon, on voit que les chancelleries occidentales sont dans la provocation. Ils envoient des diplomates transgenres. Alors on se retrouve avec des gars avec des cheveux blonds longs énormes et qui se font appeler madame. Donc ça passe très mal forcément avec les autorités chinoises. Mais voilà, on voit vraiment une tentative occidentale de tordre le bras comme ça à la Chine, et les Chinois, voilà, n'aiment pas plus que les autres se faire tordre le bras. Peut-être qu'en Occident, on a moins résisté à ces incantations nord-américaines, mais en Asie, ça passe pas du tout, ni en Russie, ni en Chine, et pas trop en Inde, je pense non plus. Oui, bien sûr. Est-ce que finalement, bon, alors déjà, on pourrait se poser la question de savoir si cet isolement de l'Occident des peuples par l'impérialisme n'est pas aussi en partie voulu dans une logique un peu orwellienne. Il faut faire très attention, à mon avis, à ce qui se passe aujourd'hui en Occident et au but caché. Mais est-ce que
est-ce que les BRICS profitent aussi du tiers exclu? Et là, non pas du tiers inclus, mais d'une logique du tiers exclu très simple, c'est-à-dire que l'ennemi de mes ennemis est mon ami, au sens où l'Occident aide à la constitution de ces BRICS et de ce monde. Et est-ce que, donc là vous voyez un peu le sens de ma question un peu vicieuse à l'occidental, et de dire, mais si il n'y avait plus ce bouc émissaire, cet Occident détesté ou méprisé, et probablement très méprisable et très détestable, c'est pas le sujet d'ailleurs, mais est-ce que si cet Occident s'effondrait, est-ce que le monde n'entrerait pas dans un chaos? Parce que finalement, ce qui fait tenir aujourd'hui ce monde multipolaire, c'est d'avoir en face le contre-exemple type, mais que par contre, si ce contre-exemple disparaissait, on retrouverait les travers habituels, en tout cas c'est l'impression de l'histoire, la grande histoire, la longue histoire de l'Occident, et de l'Europe en particulier, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de pôle, de polarisation, c'est que la guerre de tous contre tous quand même. Je ne sais pas, je pose la question. Hein. Oui, oui, mais je pense que c'est l'Occident qui a besoin de systématiquement se créer un ennemi justement pour exister et pour se sentir, enfin pour s'imaginer une solidarité et une cohésion en fait. Dans le cas de la Chine, je parle de ce que je connais le mieux, mais la Chine est un pays qui n'aspire pas à devenir un modèle pour les autres. C'est un pays qui aspire juste à vivre en paix avec ses voisins, retrouver son niveau de développement économique qu'elle avait au XVIIe siècle, quand elle était la première puissance économique mondiale, déjà à l'époque. Donc, retrouver ce rang-là, effacer les traces de l'humiliation de l'occupation occidentale, hein, les guerres de l'opium. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut regarder la question de Taïwan. C'est effacer la dernière trace d'humiliation. Hein, c'est pas plus que ça. C'est pas de l'expansion territoriale. C'est pas voilà. Bon, ça, c'est un aparté. L'Occident a généré une envie de vengeance d'un certain nombre de puissances. Non, ben, enfin, moi, je le perçois pas comme ça. Je pense que c'est un procès d'intention de dire que les Chinois sont revanchards. Ils auraient pu prendre une revanche. Essayez de le déduire de ce que vous disiez, Laurent, par rapport à l'humiliation. Nous en étions, Laurent Michelon, sur ce qui n'était donc pas, selon vous, une passion revancharde, mais seulement d'effacer une humiliation. Et donc, je vais vous laisser finir là-dessus. Et après, j'aurai une ou deux questions encore à vous poser sur ce thème. Voilà, oui, donc, en arriver sur Taïwan. Donc effacer une humiliation historique, reprendre son rang de puissance économique qu'elle avait au XVIIe siècle, et puis vraiment de vivre en harmonie avec ses voisins, ce qui a toujours été son objectif historique. C'est pas un pays qui a une histoire d'expansionnisme. On se rappelle que la Chine a sabordé sa flotte impériale avant même que Christophe Colomb découvre les Indes. La Chine avait décidé de se replier sur elle-même et avait pensé que justement une relation excessive, commerciale excessive avec l'étranger allait forcément aboutir à des problèmes chez elle. Donc elle avait décidé de s'isoler. Donc c'est pas du tout dans l'histoire chinoise ni dans la philosophie chinoise d'aller exporter, ni même de se présenter comme un modèle, et encore moins d'aller l'exporter. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc c'est effectivement en Occident, qui nous avons cette tradition coloniale, on n'arrive pas à imaginer une autre grande puissance économique ne fasse pas la même chose. Et donc, il y a des procès d'intention qui sont faits dans les médias, et il y a également des provocations qui sont faites tous les jours aux portes de la Chine. Il y a des bateaux, des avions militaires français, malheureusement, allemands, canadiens, américains, qui patrouillent en permanence dans le détroit de Taïwan, soi-disant pour sécuriser des voies de navigation, garantir la liberté de navigation, qui n'a jamais été menacée par la Chine ou qui que ce soit. Et imaginons le contraire, imaginons des frégates chinoises ou russes ou iraniennes qui patrouillent entre la Floride et Cuba. Ça serait complètement inacceptable pour l'hégémon anglo-américain, qui dirait on n'a pas besoin de vous pour sécuriser les voies navigables ici. Mais là, en Asie, personne ne relève l'aberration de ces provocations. La Chine, je trouve, fait au contraire preuve d'énormément d'autorestriction.
il y a eu énormément de provocations physiques, hein. Il y a eu des accidents d'avion, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des viols de l'espace aérien chinois par des avions américains. Et la Chine a toujours fait preuve de beaucoup de restreintes dans sa façon de gérer ses relations avec l'hégémon anglo-américain. Donc voilà, il faut pas, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que on est en face de nous, on a un hégémon anglo-américain qui cherche à s'étendre. C'est pas quelque chose qui est caché. Je veux dire, l'OTAN a voulu ouvrir un bureau de représentation à Tokyo l'année dernière. C'est la France qui a bloqué cette initiative, mais enfin, la tendance est vraiment de faire de l'OTAN une organisation soi-disant de défense, mais mondiale, qui n'aura plus rien à voir avec son acronyme sur l'Atlantique Nord. Voilà. Donc, on a vu ces évolutions 91-99 statutairement et surtout dans sa stratégie. Il y a un élargissement bien sûr systématique. Mais le Japon justement, ça tombe bien parce que c'était la question que j'allais vous poser. Les contentieux, ils sont pas uniquement avec l'Occident. Les contentieux, ils sont aussi, on a parlé un peu de la relation avec la Russie, mais alors la relation entre la Chine et le Japon. Oui, mais il faut voir le Japon et la Corée et les Philippines comme des États vassalisés aussi, au même titre que le sont des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Angleterre, à des degrés divers. Mais ce sont des États vassalisés qui n'ont pas on va dire de diplomatie indépendante. Il faut voir qu'en Corée, le commandant en chef de l'armée coréenne n'est pas coréen. Il est américain. C'est la même chose au Japon. Ça n'était pas le cas au Japon. Depuis quelques semaines, ça l'est. Les Américains ont placé quelqu'un à la tête qui donc est au-dessus de son homologue japonais. Donc il faut voir aussi que toutes les on va dire les accroches, les petites escarmouches aériennes dont on parle régulièrement entre la Chine et Taïwan. On dit les Chinois sont entrés dans l'espace aérien taïwanais. D'abord, c'est un mensonge, c'est plus qu'une approximation, puisque les lignes les lignes qui sont on va dire, dépassées par les Chinois sont des lignes qui n'ont aucune existence juridique. Il y a ces zones qui s'appellent les ADIZ, qui sont des zones qui ont été tracées au crayon par les Américains dans les années 50. Il faut voir que là encore, l'espace aérien, d'auto-identification aérienne de Taïwan, de la Corée, du Japon, ont été tracés par les Américains dans les années 50. La Chine n'a tracé son ADIZ qu'en 2011. Et il faut voir que ces lignes n'ont aucune existence juridique. C'est uniquement une zone dans laquelle on demande aux avions de s'identifier et de dire où est-ce qu'ils se rendent. Voilà. Il n'y a pas d'obligation légale de le faire, mais c'est utilisé par les médias occidentaux pour dire regardez, les Chinois violent un espace aérien, alors que ce n'est pas un espace aérien. Mais dans l'esprit des auditeurs occidentaux, on imagine des bombardiers chinois au-dessus de Taipei ou au-dessus du Japon. Donc c'est très malicieux de décrire les choses comme ça. Il y a un contentieux avec le Japon historique. On voit qu'il n'y a pas eu, on sait qu'il n'y a pas eu d'excuses par rapport à l'invasion japonaise de la Chine à partir de 1937. Il n'y a pas eu d'excuses officielles. Il y a le développement d'un grand Japon économique dans toute l'Asie qui est en compétition avec la Chine. Mais la relation sino-japonaise, si on retire, là encore, que ce soit sino-japonaise ou sino-coréenne, sino-taïwanaise et sino-philippine, si on enlève l'élément anglo-américain de l'équation, c'est des contentieux qui auraient été réglés depuis longtemps. Ah bah ça, justement, ça c'est justement, je vais continuer à me faire l'avocat du diable, c'est justement, décidément, c'est là que je vous attendais. Et ben moi, est-ce que vous en êtes bien sûr de ça? Parce que finalement, bah oui, le Japon qui envahit la Chine, et dites donc, vous me le dites vous-même, c'était avant-guerre, il n'y avait pas d'OTAN à l'époque. Que l'OTAN, que les Américains ou les Anglo-Américains, que l'Occident profite, mette du sel sur les plaies, essaie de raviver, mais si on ravive, c'est parce qu'il y a encore des braises, parce que sinon on ne raviverait pas. Est-ce que réellement on peut tout mettre sur le dos de l'Occident en permanence, ou bien si l'Occident disparaissait, est-ce que réellement ça permettrait d'apaiser les choses, ou au contraire, peut-être que ça les aggraverait à nouveau, sachant qu'on sait qu'on vit quand même encore aujourd'hui, on l'a vu avec la Russie, on pourrait dire la même chose avec la Chine, dans une sorte d'équilibre de la terreur. Hein. Et que c'est cet équilibre de la terreur qui permet de geler peut-être certaines situations qui prendraient une toute autre ampleur
en cas de disparition de l'Occident, comme a pu disparaître à un moment donné l'URSS. Mais oui, alors il y a eu des conflits entre la Chine et le Japon historiquement. Voilà, bon, c'est comme tous les pays voisins, hein, les pays ont été créés justement suite à des conflits de population. On pourrait faire un équivalent de la relation entre la relation France et France-Allemagne. On pourrait dire que la relation Chine-Japon est à peu près, on va dire, sur le même modèle. Donc, il ne s'agit pas de dire que la zone asiatique était une zone de paix et qui est entrée en guerre suite à l'arrivée de l'Occident. Mais ce que je veux dire, c'est que les contentieux, qui datent tous de 1945, auraient été réglés il y a très longtemps s'il n'y avait pas systématiquement une influence américaine pour dire mais voilà, on fait un nouveau tracé de l'espace aérien, on envoie des frégates, des bateaux, des avions systématiquement pour dire qu'on vous protège, mais il n'y a pas besoin de protection. Là, la marine chinoise n'a jamais attaqué de bateaux japonais ou coréens. Ce qu'a fait la marine américaine, par contre, la marine américaine, elle, arraisonne des bâtiments iraniens qui vont apporter du pétrole au Venezuela, en haute mer. Donc les actes de piraterie maritime, c'est encore une fois les États-Unis qui s'en rendent coupables, mais qui font le procès d'intention à la Chine de vouloir éventuellement, qu'elle pourrait éventuellement en faire. Et donc, il faut sécuriser de façon préemptive. Voilà. Et ça empêche systématiquement les pays asiatiques qui ont des contentieux territoriaux ou maritimes de pouvoir régler la question entre eux. Il faut voir aussi que les querelles maritimes, ça n'est pas qu'entre la Chine et le Japon ou la Chine et les Philippines. C'est également entre l'Indonésie et la Malaisie, entre l'Indonésie et les Philippines. Il y a des actes violents entre ces pays-là, entre les marines de ces pays-là, dont on ne parle jamais. On va uniquement parler quand c'est les Philippines et la Chine. Mais quand c'est le Vietnam et la Malaisie, on n'en parle pas. Voilà. La puissance dominante quand même à tout seigneur, tout honneur. Il faut regarder le nombre d'incidents. Et le nombre d'incidents entre les autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont tous les mêmes revendications en mer de Chine du Sud. Il faut voir que la Chine, c'est le dernier État à avoir militarisé des récifs coralliens dans la région. Elle est arrivée du fait de son développement économique tardif. La Chine est arrivée bien après les autres. Le Vietnam, les Philippines possèdent beaucoup plus d'îlots militarisés que la Chine. La Chine est arrivée très tard sur la question. Mais évidemment, les médias occidentaux décident de se focaliser sur la Chine en disant « mais regardez, c'est une puissance expansionniste ». Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en attisant systématiquement, en pointant du doigt systématiquement la Chine, et en disant « moi, je pourrais vous protéger », c'est ce que disent les États-Unis aux Philippines, au Japon et à la Corée, on crée un conflit qui n'existe pas, puisqu'on dit c'est un peu la manière de racketter dans les quartiers, c'est le racketteur va vous protéger, et si vous dites mais vous me protégez de qui? Je vous protège de moi. Voilà. Et c'est le discours de Trump systématique, c'est si les États de l'OTAN ne payent pas, donc le pizzo, si vous ne payez pas, j'arrête de vous protéger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Asie, c'est de dire le Japon va devoir payer pour sa défense, la Corée va devoir payer pour sa défense. Et qu'est-ce que ça veut dire payer pour sa défense? Ça veut dire acheter des armes aux États-Unis. Et Taïwan est en train de devenir une poudrière. C'est un stock d'armes américaines parce que les États-Unis ont dit, après ce qui est arrivé en Ukraine, on arrive toujours à faire passer des armes de l'Europe vers l'Ukraine par l'Ouest, mais à Taïwan, ça ne serait pas possible vu que c'est une île. Donc, il faut mettre toutes les armes possibles pour un conflit de plusieurs années déjà à Taïwan avant le départ du conflit. C'est parce que vous vous rendez compte de la poudrière qui est créée sans demander l'avis de la population locale à Taïwan et qui se retrouve être prise entre les États-Unis et la Chine alors qu'elle n'a rien demandé. Si on regarde les sondages faits à Taïwan par des institutions taïwanaises, quand on demande aux Taïwanais qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez l'indépendance, la réunification ou un statu quo, 90% de la population taïwanaise depuis 30 ans répond à 90% le statu quo. Et c'est justement ce statu quo-là qui gêne. Et il faut faire bouger les lignes. Voilà. L'histoire n'a pas montré quand même en Europe il y a eu avant et après, en effet, l'influence américaine, mais j'ai l'impression que de temps en temps, nos amis, et certainement moi-même d'ailleurs, s'imaginent alors je donne l'exemple européen parce que je le connais beaucoup mieux et que je connais ce qui se passe dans le Pacifique et en Extrême-Orient, mais on finalement
on s'imagine une réalité sans les Américains. Je suis le premier d'ailleurs à le dire pour l'Europe en disant mais avec Trump qui nous fout la paix, bah oui, bah on veut pas payer, et ben allez donc voir ailleurs si j'y suis. Mais mais l'argument, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui pensent pas comme nous, euh, pour que vous puissiez développer vos arguments. Leur argument est de dire mais attendez là, vous êtes complètement fous. Vous vous rendez compte qu'elle a été le théâtre de guerre permanente que connaissait l'Europe avant avant l'impérialisme américain, qui certes est abusif, certes tend petit à petit à nous appauvrir, à nous mettre en esclavage. C'est un fait. On peut pas le nier, ça. Le nier, ça c'est l'idéologie dominante. Mais par contre, on ne peut pas nier non plus cette incapacité qu'ont les nations à s'entendre sur le long terme et à rentrer dans des conflits. Est-ce que finalement ces pays, le Japon, les Philippines, tous ces pays que vous citez, Laurent, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part quand même, ça les arrange un peu, cette situation avec les Américains, parce qu'ils ne voudraient pas se retrouver demain face à ce mastodonte qu'est la Chine? Je dirais pas que ça les arrange, mais effectivement, il y a toujours une alternative, des alternances politiques dans ces pays-là. Enfin, pas au Japon, justement, bizarrement, on parle de démocratie, mais c'est le même parti qui est au pouvoir depuis 1945 au Japon. Donc là, aussi point d'interrogation sur est-ce une démocratie dans un pays où il n'y a pas d'alternance politique. Il y en a eu à Taïwan, il y en a eu en Corée, il y en a aux Philippines. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des leaders, par exemple philippins, qui n'ont pas du tout l'intention d'entrer dans une relation antagoniste avec la Chine. Le président précédent, Duterte, a dit mais ça fait 1000 ans que les Philippines ont une relation avec la Chine, il n'y a jamais eu de conflit. Pourquoi est-ce qu'on va démarrer maintenant? Et il faut savoir que les revendications territoriales, maritimes des Philippines dans cette région-là datent de 1972, sous pression américaine. C'est-à-dire que les Philippines n'ont jamais revendiqué. Et dans tous les traités notamment le traité de Paris, qui montrait que l'Espagne donnait les Philippines aux États-Unis, suite à la guerre américano-espagnole, il faut voir que les cartes ne montrent absolument pas tous les îlots qui sont revendiqués actuellement. C'est quelque chose qui date de 1972 et qui a été on va dire, ratifié par Marcos, le père du président actuel, en 1978. Là encore, sous la pression américaine et directement derrière les bases américaines qui s'installaient aux Philippines. Donc tout ça, c'est le même schéma qui est répliqué partout. C'est je viens créer un problème et je vous apporte la solution. Voilà. Donc effectivement, il y a des politiciens opportunistes qui vont utiliser ça en disant mais justement, on aura le grand frère américain derrière pour nous aider en cas de coup dur, mais il y en a d'autres qui ont compris que c'était extrêmement dangereux pour la population locale. Donc les Américains dehors, et c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait les présidents précédents avant Duterte, ils avaient fait fermer les bases américaines, et le fils Marcos, qui vient d'être élu l'année dernière, lui a tout rouvert et il a donné accès aux États-Unis à encore plus de bases qu'ils en avaient avant. Donc c'est pour ça qu'il est tout à fait pertinent de dire que tous les conflits dans la région seraient réglé depuis longtemps s'il n'y avait pas cette présence américaine. Mais le problème de maintenant, c'est que cette présence n'est plus seulement américaine, c'est que maintenant on a la France, on a l'Allemagne, on a le Canada qui vont participer à des exercices militaires conjoints en mer de Chine du Sud. Alors, la France n'a aucun intérêt en mer de Chine du Sud. Notre base à Nouméa, elle est à 7000 km au sud, donc ça n'a rien à voir avec tout. Mais on envoie des rafales, on envoie des bateaux, on rédige des jolis télégrammes diplomatiques en disant voilà, on est capable de se défendre dans le Pacifique aussi. Mais défendre de quoi? La Chine n'a jamais menacé Tahiti. La Chine n'a jamais menacé Nouméa. Voilà. Donc c'est. Mais voilà, mais je vous tends la perche. Est-ce que voilà. Et justement, il y a eu des échos dans la presse française, entre autres, que les émeutes à Nouméa, la Chine n'était pas totalement. L'Azerbaïdjan non plus apparemment. C'est ce qu'on nous disait, que il y avait une connivence entre les Kanaks et les Azerbaïdjanais. Bon, voilà. Oui. On va très loin dans les médias occidentaux pour diaboliser la Chine. Mais il est clair que la Chine, si les ressources en nickel de la Nouvelle-Calédonie seraient évidemment très intéressantes pour la Chine, mais elle l'achèterait à un prix, à son prix normal. Il faut voir que le prix a baissé dans la région. L'Indonésie a fait baisser les prix. Et donc, il y aurait si la Chine achetait directement à la Nouvelle-Calédonie, si la Nouvelle-Calédonie était indépendante, qui d'autre aurions-nous à blâmer que nous-mêmes? C'est nous qui n'avons pas développé la Nouvelle-Calédonie comme elle le mérite.
Et maintenant que la Nouvelle-Calédonie parle d'indépendance avec le soutien de l'Azerbaïdjan, soi-disant, on va se dire c'est les Chinois qui en profiteraient. Ah oui, mais les Chinois prennent la place qu'on laisse. C'est comme quand on dit la délocalisation des usines, ce n'est pas les Chinois qui sont venus nous voler nos usines. C'est nous qui les avons envoyés en Chine. Et maintenant, on dit mais les Chinois, nous ont pris toute notre industrie. Et maintenant, en plus de ça, on les blâme pour la pollution de notre industrie chez eux. Et comme si on était obligé aussi de saboter nos bons moteurs. Exactement. Donc, faisons notre autocritique, parce que, et c'est ce que je dis en fait systématiquement dans les médias ou aux personnes qui critiquent la Chine sans trop réfléchir. Je leur dis, mais c'est de la lâcheté en fait. La Chine, c'est vraiment le bouc émissaire du pauvre. C'est parce qu'il est plus facile de dire c'est les Chinois, parce qu'il n'y aura jamais de représailles des Chinois sur les Français. Par contre, d'aller pointer du doigt et d'aller nommer les gens qui ont fait la délocalisation, qui ont fait la colonisation, qui ont fait ces choses-là, qui ont fait du mal à notre pays depuis 150 ans, ça coûte cher socialement en France de pointer du doigt ces gens-là. Donc, on préfère dire, c'est les Chinois, ils nous ont tout piqué. Mais c'est un petit peu infantile comme raisonnement. Voilà. Moi, je fais le parallèle, on va aller sur Taïwan pour terminer peut-être cet entretien, avec des échanges parfois même un peu vifs que je peux avoir avec mes amis russes, même quand ils sont russes blancs, par exemple par rapport aux pays baltes, parce que je trouve qu'il y a un point commun. On disait, les pays baltes, de toute façon, ils sont plus russophobes encore que les autres. Bon, très bien, mais quand même, alors c'est peut-être le syndrome du Roquet, mais ces tout petits pays, s'ils veulent avoir une souveraineté, une indépendance face à cette immense Russie, à un moment donné, il faut peut-être se mettre un minimum à la place. Quand on parle de la Pologne, il faut rappeler aussi les antécédents entre la Russie et la Pologne. C'est un fait. Et est-ce que, et après tout, même si on voit bien comment l'Amérique, et donc maintenant en effet l'Occident et l'OTAN presque cherchent à exciter dans les relations avec Taïwan, c'est pareil, c'est pas nous, c'est pas l'Occident qui avons été à l'origine de la guerre civile entre la République populaire de Chine et les chinois. Ça, c'est pas nous non plus à l'origine, ça. Donc, si, parce que les guerres de l'opium, c'est les guerres de l'opium qui ont appauvri la Chine et qui ont fait l'homme malade de l'Asie. Et c'est suite à ça qu'il y a eu cette révolution communiste et cette guerre nationaliste. Il faut savoir que les chefs de la guerre chinois, donc il y avait la guerre civile, l'armement était allemand. C'est bien plus tard qu'il est devenu américain, mais l'armement était allemand. Donc on avait déjà, dès le 19e siècle, dès le début du 20e siècle, on avait déjà un intérêt dans la région. La France construisait des chemins de fer entre le sud de la Chine et le Vietnam. Voilà, on était déjà là. Et l'appauvrissement de la Chine et on va dire la corruption de la fin de la dynastie des Qing, la corruption par les puissances occidentales, c'est un fait. Après, il y a eu l'invasion japonaise qui s'est mise par-dessus. Donc le Parti communiste, il a eu à faire face à deux ennemis en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait l'ennemi occidental et son comparse japonais sur place, et on va dire l'élite comprador nationaliste qui vendait le pays à la découpe au plus offrant. Voilà. Donc, voilà, la légitimité du Parti communiste, elle est là. Donc, il y a une responsabilité occidentale, encore une fois, et là, malheureusement, la France était bien placée avec l'Angleterre, avec le sac du palais d'été, hein, dont les Chinois se rappellent toujours. Mais je veux dire, la question taïwanaise, elle n'a pas été réglée de façon intentionnelle, là aussi. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a été défait et a perdu toutes ses possessions en Asie, le Japon avait envahi toute l'Asie, tous ces pays, tous ces territoires ont été rendus aux anciennes puissances coloniales ou aux anciennes puissances qui les géraient. Donc l'Indochine est retournée à la France, le Timor oriental et Macao sont retournés au Portugal, Hong Kong est retourné à l'Angleterre, mais Taïwan, hop, n'est retourné à personne. On a dit dans les traités occidentaux internationaux, ça n'est plus le Japon qui s'en occupe, mais on ne dit pas que ça retourne à la Chine. Et ça, en fait, et si on regarde les télégrammes diplomatiques de l'époque qui sont consultables sur le site du State Department aux États-Unis, c'est écrit noir sur blanc. C'était la création d'une ambiguïté constructive pour les décennies à venir. On disait il ne faut surtout pas dire à qui appartient Taïwan, parce que les États-Unis pourraient même dire qu'ils ont une revendication sur Taïwan parce que c'est les États-Unis qui ont libéré Taïwan du Japon. Donc les États-Unis ont dit à l'époque, gardons ça sous le coude. Un jour, on pourra dire qu'on a autant de légitimité à réclamer la souveraineté sur Taïwan que la Chine. Ça va très loin.
Et ça ce sera le prochain épisode. Anthony Blinken, déjà dans une déclaration l'année dernière, a commencé à activer cette option, de dire oui, les États-Unis, on aurait peut-être une revendication sur Taïwan aussi. Donc voilà, il faut se poser la question, pourquoi cette ambiguïté a été maintenue aussi longtemps? Ah bah déjà parce que y a des intérêts économiques majeurs sur Taïwan et la question en fait finale pour terminer cet entretien, Laurent, c'est qu'est-ce qu'il va advenir selon vous en prospective? Même c'est bien Malin qui pourrait peut-être le dire, mais j'aimerais votre éclairage sur comment ça va se terminer cette histoire. Parce que l'histoire de Taïwan, à mon avis, n'ira pas au conflit comme beaucoup de gens en parlent et comme beaucoup de gens aimeraient que ça se passe. Ils parlent du conflit pour encore une fois dire la Chine va envahir un État, la Chine est expansionniste. Parce que si on regarde la façon, le modus operandi de l'hégémon anglo-américain, c'est toujours de diaboliser les leaders en fait du pays auquel ils vont s'attaquer. Donc, si on dit la Chine va envahir Taïwan, il faut pouvoir dire, il faut pouvoir prouver que la Chine va envahir un État indépendant, souverain. Alors, si la Chine attaquait les Philippines, c'est facile à dire. On peut dire, voilà, la Chine est expansionniste, elle n'est pas chez elle. Mais dans l'esprit des Occidentaux, Taïwan, c'est chinois, c'est des querelles entre Chinois. C'est des gens qui parlent chinois, qui mangent chinois, qui ont un ADN chinois, enfin, tout est chinois à Taïwan. Donc dire la Chine envahit Taïwan, c'est pas facile à dire dans les médias occidentaux parce que la plupart des gens diront c'est des querelles entre Chinois, ça ne nous concerne pas. Donc on ne peut pas vraiment dire, on n'arrivera pas à diaboliser la Chine de la même façon que si elle attaquait la Corée ou le Japon ou les Philippines, où là on pourrait vraiment dire bon ben voilà, la Chine crée son Lebensraum, mais voilà. Donc cette impossibilité de diaboliser médiatiquement la Chine sur la question taïwanaise, à mon avis, va faire que, en plus du fait que les Taïwanais ne sont pas aussi facilement manipulables que les Ukrainiens, je pense que la question taïwanaise va disparaître d'elle-même parce que l'hégémon anglo-américain va s'apercevoir qu'il n'a pas la possibilité de diaboliser médiatiquement la Chine de la même façon. Et il faut regarder beaucoup plus du côté de la Corée, avec la question de la Corée du Nord. Les Philippines, je ne pense pas non plus, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de contentieux entre la Chine et les Philippines. Donc là, tout ce qui est activé actuellement, c'est très télégénique, avec les bateaux qui se tirent dessus, qui se rentrent dedans, mais c'est rien. Enfin, on se bat pour des bancs de sable. Et il y a des solutions. Je veux dire, ça fait des années que la Chine propose une exploitation conjointe de la région. D'abord, une exploration conjointe avant l'exploitation pour savoir effectivement ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, il y a beaucoup de possibilités entre la Chine et les Philippines. Voilà. Donc, il faut plutôt regarder, à mon avis, du côté de la Corée. Et Taïwan, il ne faut pas... c'est activé dans les médias, mais à mon avis, c'est totalement factice. Et la question de vous parler des intérêts économiques, je pense que vous faites référence aux semi-conducteurs. La Chine est sur le point d'arriver à peu près à égalité. Elle a encore quelques années de retard. Mais voilà. Et puis, en plus de ça, les Américains soupçonnent les Taïwanais d'avoir en fait eux-mêmes passé la technologie aux Chinois. Parce que de toute façon, entre Chinois, je pense que les Taïwanais savent où est leur intérêt. Les Américains ont menacé de bombarder les usines TSMC en cas de blocus de la Chine. Et c'est le ministre de la Défense de Taïwan lui-même qui a dit, attendez, vous n'allez pas nous bombarder, nous sommes souverains chez nous. Si jamais vous attaquez à TSMC, c'est nous qui allons vous bombarder. Voilà. Donc, entre Taïwanais et Chinois, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a une cohésion, il n'y a pas de haine entre les deux. Les Taïwanais ne sont pas du tout réticents à aller en Chine. Il y en a des millions qui travaillent en Chine. Il y a un processus de lavage de cerveau de la jeunesse qui a commencé il y a une vingtaine d'années, mais ça reste encore assez minoritaire. Très intéressant. Vous pouvez mettre des pouces, chers internautes, parce que ça, d'ailleurs, l'émission n'a cessé d'intéresser le plus grand nombre. Et en effet, là où, en tout cas, je vous rejoins, Laurent Michelon, c'est que bien inspiré serait Taïwan de ne pas suivre la route antique désastreuse de l'Ukraine, quand on voit le résultat aujourd'hui. Mais je pense que justement, c'est là. Malheureusement, c'est un peu le sacrifice des saints innocents. C'est-à-dire qu'il se sacrifie pour que les autres puissent voir. Mais faut-il encore voir? Faut-il encore ne pas être pris d'une totale cécité idéologique qui nous aveuglerait totalement? Mais bien sûr. Et c'est ce que nous essayons de contribuer à faire à notre modeste niveau sur GPTV. Merci beaucoup, Laurent Michelon. Merci à vous.
et on ne manquera pas très rapidement, de toute façon, à faire appel à nouveau à vous, puisqu'on décantera en fin de semaine et la semaine prochaine, évidemment, peut-être par le travers de chroniques aussi, d'autres émissions, Laurent, ce qui s'est passé à Kazan et dont on aura une synthèse maintenant d'ici demain, je pense. Demain, quelques jours. Ouais. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent Michelon, d'avoir participé à la finale. Bonne journée à vous. À bientôt. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.